Donc c'était important de se remémorer un petit peu ce qu'a été la réalisation de la révolution sociale en 1936, dans un contexte de lutte contre le fascisme, avec au but avec une autre conception, qui est une conception autoritaire de. Et je crois que le film, qui est assez pédagogique sur les réalisations, nous invite à poursuivre avec détermination et lucidité la lutte sociale, et en présumer une chose très importante aujourd'hui où tout est fait pour que le salarié n'ait pas conscience de sa force et de sa capacité à pouvoir penser sa propre émancipation, à se dire qu'on a raison de penser ce qu'on pense, et défaire le logiciel de pensée de nos ennemis de classe est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui il y a une tentative d'intégration des organisations syndicales dans ce qui est les corps intermédiaires, ou le syndicalisme d'accompagnement, qui est à notre sens un dévoiement de l'essence même du syndicalisme, c'est-à-dire l'émancipation intégrale. Dans votre agenda, vous avez dans votre agenda de notre union départementale, on a un texte fondateur qui a aussi inspiré les camarades de la CNT. C'est le texte de la Charte d'Amiens. C'est le texte de la Charte d'Amiens, la double besogne. La première besogne, qui est l'autodéfense immédiate dans la relation contractuelle de travail. Ça, c'est la besogne réformiste dans le monde du travail, dans l'entreprise, dans les usines, dans les administrations, là où on se trouve. Mais il y a l'autre besogne, cette résistance au quotidien par rapport à la société dans laquelle on vit, vise l'autre besogne à l'abolition du salariat et du patronat. Nous, on considère que les grandes révolutions, celle de 1789 défendue par Pierre Kropotkin, la question de l'égalité de droit, nécessite l'égalité de fait, c'est-à-dire l'égalité économique et sociale. La question de la redistribution des richesses au profit de ceux et celles qui les créent, c'est-à-dire les femmes et les hommes du mouvement ouvrier et paysan. Et la vertu principale de ce film, de l'Espagne 1936, la révolution gestionnaire, c'est croire en la capacité de nous-mêmes. Fernand Pelloutier, fondateur des Bourses du Travail, disait ceci: nous sommes les amants passionnés de la culture de nous-mêmes. Il n'y a pas de... le premier acte révolutionnaire, c'est l'estime de soi, l'estime de soi-même. On vaut quelque chose, on vaut mieux que ça, on vaut quelque chose. L'estime de soi-même permet la conscience de soi, et la conscience de soi permet la conscience en soi, et la conscience en soi permet la conscience de classe. Et c'est à travers cette conscience collective qu'on peut réaliser une émancipation individuelle. Il n'y a pas d'émancipation individuelle dans un océan de malheur, dans un océan d'oppression collective. Et ce que nos camarades espagnols ont réussi à faire dans des contextes de la montée des périls, que ce soit le fascisme brun, hitlérien, mussolinien et franquiste, et le fascisme rouge qui ont assassiné les nôtres, les militants syndicalistes révolutionnaires, les militants anarcho-syndicalistes. C'est important de se réapproprier ce qui s'est réellement passé, parce qu'on veut réduire ce qui s'est passé en 1936 en Espagne à une seule guerre civile qui viendrait de nulle part, alors qu'on parle de lutte de classe. Voilà, je crois que s'il y a une première vertu de ce film, c'est quand même de ne pas réduire la question de ce qui s'est passé en Espagne en 1936 à une seule guerre militaire, l'aspect militaire. Et je crois que c'est Emma qui disait les républicains, très peu d'entre il y avait beaucoup de républicains modérés, mais la réalisation de l'émancipation dans le réel par la collectivisation, c'est la classe ouvrière elle-même qui le réalise à travers ses outils d'émancipation. En Espagne, c'était singulièrement
la CNT et aussi, d'une certaine mesure aussi, un petit peu l'UGP, comme dans les Asturies, avec UHP, Unidad Hermanos Proletarios. Mais je ne vais pas monopoliser la parole, je crois qu'Emma et Ramon sont bien plus compétents sur la question. Puis surtout, c'est de pouvoir échanger ensemble sur les impressions, sur ce que ça fait. Sur ce que ça fait, de dire quand la classe ouvrière est debout. Ben, ça fait la révolution. Il y a beaucoup d'aspects qui sont évoqués dans ce film, mais il y a quand même une chose, et c'est le départ de toute cette période, c'est qu'il y a un coup d'État, une tentative de coup d'État des militaires contre la République et une riposte ouvrière immédiate. Et ça vient pas, c'est pas un hasard, c'est pas une riposte spontanée comme ça. On parle souvent de la spontanéité des masses. Il y a de la spontanéité des fois, mais on s'aperçoit que là, en l'occurrence, et notamment en Catalogne, à Barcelone, il y a une organisation de classe, une organisation syndicale qui a préparé depuis une bonne vingtaine d'années toute une préparation des travailleurs. On dit dans le film, et c'est vrai, à peu près la moitié de la population était analphabète. Ça va savoir qu'au bout de presque 3 ans de guerre civile, il n'y a plus que 30% de la population qui est analphabète. Il y a un effort très, très puissant sur la culture, l'éducation, et ça avait commencé avec les athénées libertaires et les écoles rationalistes qui échappaient au contrôle de l'Église et de ces écoles. Et on voit que très rapidement, le syndicat CNT avait formé des groupes ça s'appelait des groupes de défense, et effectivement, le 19 juillet, ils savaient qu'il allait avoir un coup d'État. On s'en doutait depuis le résultat des élections. Ça avait été dit clairement par des dirigeants de la CNT. Si c'était la droite qui gagnait, il y aurait eu des émeutes, des insurrections et des actions violentes. Et si c'est la gauche, il y aura un coup d'État militaire, des militaires qui n'accepteront pas des réformes à venir. C'est la gauche qui a gagné, de peu, mais c'est la gauche qui a gagné, et ça n'a pas loupé. Les militaires ont fait leur coup d'État. Les militants syndicaux s'attendaient tellement à ce coup d'État que depuis plusieurs jours avant, ils prévenaient les camarades. Beaucoup ne dormaient plus chez eux. Tout le monde était vraiment sur pied d'guerre. Et dès que le problème étant qu'ils n'étaient pas armés, qu'ils avaient très peu d'armes en fait, il fallait qu'ils se débrouillent dès le premier jour. Ils demandaient des armes. Les gouvernements républicains ne leur donnaient pas, évidemment, parce qu'ils savaient très bien que si dans un premier temps ils arrêtaient le coup d'État franquiste, dans un deuxième temps, effectivement, ils embrayeraient sur une révolution sociale. Toujours est-il que, notamment à Barcelone, les militants anarcho-syndicalistes sont allés sur les chantiers navals, sur certains bateaux où il y avait des armes, et ils ont pris les armes. Ils sont arrivés, de toute façon, ils avaient le nombre, ils ont vaincu en 3 jours les militaires factieux, et dans la foulée, ils entament une transformation sociale. C'est-à-dire qu'une semaine après, tous les services publics refonctionnaient. Il n'y a pas eu c'est pas la révolution russe, hein, il n'y a pas des mois
de disette, de chambardement dans le fonctionnement de la société. En une semaine, à Barcelone, tout refonctionnait. Et ils se souvenaient très bien de ce que disait Kropotkin. Si une révolution, dans un premier temps, est vainqueur, si au bout d'une semaine, vous n'êtes pas capable de nourrir la population, cette même population rejettera les révolutionnaires. Ils ont tout remis, ils ont commencé les collectivisations, les socialisations, dans tous les domaines, y compris même d'ailleurs dans le petit commerce des fois, il y a eu tout de suite les coiffeurs, on le voit, les coiffeurs ont été collectivisés, les boulangers ont été collectivisés, les taxis ont été collectivisés, et évidemment tous les services publics, la santé, les transports. Enfin, une semaine après, tout fonctionnait. Et c'est posé le problème de la guerre tout de suite, et donc de la transformation de l'industrie, en général, en industrie de guerre. Et ça, seule une organisation puissante pouvait y arriver. Comme c'est rappelé dans le film, en 1936, il y a 24 millions d'habitants en Espagne. Pas 24 millions de travailleurs, mais 24 millions d'habitants. Et il y a 2 grosses centrales syndicales qui, à elles deux, ont 3 millions d'adhérents. 1,5 million pour la CNT, 1,4 million pour l'UGT. 3 millions. Ça veut dire, si on ramenait ça actuellement en France, en proportion, ça voudrait dire qu'il y aurait 10 à 15 millions d'adhérents syndicaux en France. Toutes centrales confondues, mais il n'y en aurait qu'1 million. On voit où on en est. Hein. En Espagne, c'était très important. Les gens commençaient à travailler de bonne heure, on commençait à travailler, on se syndiquait. On se syndiquait, c'était la tradition. Les anciens expliquaient ça très bien. Il y a un patron, il y a un exploiteur et tu es exploité. Et le syndicat est là pour t'aider. Et ça faisait 3 millions d'adhérents dans toute l'Espagne. Ce qui a permis de tout de suite mettre en route ce problème cette transformation sociale de collectivisation qui, évidemment, ne plaisait pas du tout au gouvernement et à la Generalitat, le gouvernement catalan, ni au gouvernement central, qui n'ont fait que essayer de rattraper peu à peu ce qu'ils avaient perdu en 3 jours finalement, parce que l'État en Catalogne, l'État s'est écroulé en 3 jours. Il n'y avait plus rien. C'était plus l'État. C'était vraiment le contrôle ouvrier. C'était les organisations syndicales qui géraient tout. Bon, j'ai un peu parlé beaucoup. Qui sait, mais vous avez peut-être des questions sur certaines parties du film à poser. Je fais partie du centre culturel espagnol. Voilà. Il y a une chose qui m'a frappée, c'est à la fin du film. Il y avait une photo de l'Espagne envoyée à Catalogne, Levante, mais côté Galicie, tout ça, c'était blanc. Il n'y avait rien. Donc, le mouvement, c'était simplement, on avait l'impression que le mouvement, c'était simplement côté méditerranéen, enfin côté est. Et tous les documents, enfin, dans ce petit document, on n'a pas l'impression que toute la partie ouest a fonctionné dans cette libération. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Parce que là, on parle beaucoup de la partie
enfin, est. Et à l'ouest, en Galicie, tout ça, ils ont quand même... C'est le nord de l'Espagne, la partie, la Galice, les Asturies, le Pays Basque, ont été rapidement confrontés au soulèvement national et n'a pas eu le temps et n'a pas été en capacité de faire des transformations sociales comme en Catalogne, au Levant, ou en Andalousie, ou même dans la région de Madrid. Ce qui fait que c'est la raison pour laquelle dans ce document-là, on ne parle pas de cette région-là, parce que les transformations sociales, il y a eu la guerre, il y a eu l'envahissement, ils ont été quelques mois, je crois jusqu'en début 37, fin 36, début 37, la zone était républicaine, mais rapidement les franquistes ont tout envahi, et donc ça n'a pas pu donner lieu à des transformations sociales. Ceci dit, comme partout, le niveau de la transformation sociale dépend des gens qui sont là pour la faire. C'est-à-dire que, Ramon a commencé à le dire, et puis Jacques aussi, c'est-à-dire qu'il y a, si en mai 1936, la Sainte espagnole se réunit dans un congrès et déclare que, voilà, on fera le communisme libertaire, c'est en mai 36, en juillet 36, ils ont l'occasion de développer le communisme libertaire, mais le communisme libertaire, c'est quoi? C'est des assemblées générales qui décident, c'est un certain nombre de choses, mais dans le détail, il n'y a pas de ligne directive. C'est ça qui est intéressant, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas un parti, il n'y a pas une direction, il n'y a pas une hiérarchie qui a dit, voilà, le communisme libertaire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Là, dans chaque village, dans chaque usine, dans chaque région, les gens ont inventé des nouvelles relations sociales sur la base de leur propre conscience des choses. C'est-à-dire que dans certaines usines, les hiérarchies salariales ont été conservées. Dans d'autres, ça a été l'égalité. Dans certaines usines ou certains ateliers, le patron qui s'était enfui, il n'était plus là, donc les ouvriers, ils ont pris, puis ils ont fait fonctionner en autogestion sans s'occuper du patron. Mais là où le patron était un républicain, quelqu'un qui était plutôt sympa avec les ouvriers lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec nous, tu travailles avec nous, si tu travailles avec nous, tu auras le même salaire que nous, et puis on gérera ensemble comme on a fait. Voilà. Et puis dans d'autres endroits, le patron, il est resté, et puis il était sous le contrôle des syndicalistes. Il y avait une sorte de conseil syndical qui surveillait ce que faisait le patron. Voilà. Donc, voilà, nous on trouvait ça, c'est assez intéressant, c'est le côté très libertaire, je dirais, de cette révolution sociale, c'est que il n'y a pas de directive et il y a seulement des gens qui ont un niveau de conscience qui leur permet à un moment donné de dire, voilà, nous, du balayeur à ingénieur, chacun apporte ses capacités, donc chacun doit pouvoir vivre et décider de comment on organise le travail. Et puis en poussant plus loin, comme dans les communautés agraires d'Aragon, au principe, et voilà, ça a été jusqu'à la suppression de l'argent. Mais ça dépend des gens. Ça ne s'impose pas. C'est des gens qui le décident volontairement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez frappant dans cette révolution sociale. Il y a une chose que on parle de collectivisation. C'est une collectivisation volontaire. C'est pas la collectivisation qu'on a pu voir dans certains pays dits communistes où ça a été imposé. Là, c'était tellement volontaire que, par exemple, quand les collectivités d'Aragon ont été détruites par les bataillons sous commandement communiste, que ça énervait le gouvernement central, que les libertaires et que les paysans
fonctionne de manière absolument autonome, sans directive de l'État. Donc, ils ont envoyé les bataillons sous commandement communiste pour détruire ces collectivités. Ils les ont détruites. Et quand ils sont repartis 2 ou 3 mois après, eh ben les paysans ont reformé les collectivités. Ce qui veut bien dire que ça leur était pas imposé. Ils s'étaient aperçus que finalement ça fonctionnait mieux. C'était dans leur intérêt de fonctionner comme ça. Et ils ont maintenu jusqu'à la victoire, à l'arrivée des troupes franquistes. Mais ils ont continué à fonctionner comme ça. De même que, je crois qu'on avait trouvé, je crois que c'était ton frère qui avait trouvé un document jusqu'à la fin, jusqu'en 1938 à Madrid. On voit encore des décisions, des affiches, de je ne sais plus quelle usine, qui signaient la collectivité CNT jusqu'en 1938, c'est-à-dire... En 1939, même là, les documents qu'on a retrouvés, c'est un journal, qui, je ne me rappelle plus du titre, qui est apparu à Madrid jusqu'à la fin. En début mars 1939, comment on voit que c'est EC, entreprise collectivisée, c'est jusqu'au bout, ça a été ils ont tenu jusqu'au bout. Alors, effectivement, en Aragon, dans les campagnes, ils ont mis pratiquement le communisme libertaire en vigueur. Dans les zones industrielles comme le Levant, le Pays valencien et la Catalogne, là c'est plus compliqué. C'est pas le communisme libertaire, mais dans le pire des cas, dans les entreprises, on ramène l'échelle des salaires, la fameuse échelle des salaires, à 3. L'ouvrier, le technicien, l'ingénieur. Et on ramène tout. Et quand il y a effectivement des anciens patrons qui sont restés et qui veulent continuer de travailler, eh ben ils sont pas payés, ils ne sont plus patrons, ils ne sont pas payés comme un patron, hein, ils sont alignés sur les autres salaires. Des fois, certaines entreprises, les plus petites, je suppose, il y a un salaire unique. Enfin, c'est suivant les entreprises ou la branche d'industrie, et quelque chose qui apparaît tout de suite. Dans une même branche d'industrie, il y a des entreprises qui fonctionnent bien, d'autres moins bien, mais on va pratiquer l'entraide, très cher à Kropotkin et aux libertaires. On n'applique pas, c'est pas la concurrence capitaliste, on n'écrase pas non, on équilibre les revenus des travailleurs des différentes entreprises. C'est pas parce qu'un travailleur est dans une entreprise qui fonctionne moins bien qu'une autre qui doit vivre moins bien que l'ouvrier qui travaille dans une entreprise qui tourne bien. Il y aura tout un système. Ça sera vraiment... on essaiera d'appliquer les principes libertaires dans toutes ces usines, et jusqu'à ce qu'on appelle le début de la contre-révolution, où les États essayent de reprendre du poil de la bête et de récupérer dans certaines régions. On rappellera les patrons qui avaient foutu le camp pour qu'ils récupèrent, pour les remettre et ça sous gouvernement républicain, gouvernement central, et ils leur redonneront leur ancienne usine. Il y a un combat qui va avoir lieu. C'est une guerre dans la guerre. Ça a été assez compliqué pour la CNT, pour les militants libertaires qui devaient faire face
et aux fascistes, et dans leur camp, dans la zone républicaine, aux États et aux politiciens qui voulaient reprendre leurs prérogatives sur le monde du travail. Et qu'est-ce qu'il en reste de toute cette culture-là? Est-ce qu'il en reste quelque chose, quelque part? Il y a quelque chose, enfin, à mon avis, hein, qui reste, c'est le fonctionnement, ce qu'on appelle maintenant, on parle beaucoup du fonctionnement horizontal. Dès qu'il y a une grève, une ZAD, une zone à défendre, on parle de fonctionnement horizontal. En Espagne, on parle beaucoup, il y a quelque chose qui est toujours resté, c'est ce qu'ils appellent là-bas les associations de voisins. Enfin, ça se traduit comme ça littéralement, nous on dirait des associations de quartier. Et ça fonctionne, ils ont toujours gardé cette chose-là. C'est une espèce de fonctionnement en marge du fonctionnement officiel de l'autorité gouvernementale. Et là, effectivement, ça fonctionne en assemblée. C'est vraiment quelque chose qui existait avant la Révolution espagnole, surtout chez les libertaires, mais qui a perduré quand même. Plus difficilement pendant la dictature franquiste, évidemment, mais qui est revenu assez rapidement en usage. Et actuellement, il y a des associations de quartier assez puissantes. On les a vues, on en a beaucoup parlé en 2011, au moment du mouvement des indignés en Espagne, où effectivement, le hasard faisait que j'étais en vacances moi, à cette époque-là, et donc j'ai vu ce mouvement dans plusieurs villes, et il fonctionnait effectivement par association. Il y avait des relais entre le mouvement des indignés et les associations de quartier qui dans la soirée, tous se réunissaient sur les places, et ce qu'on appelait les indignés et les associations de quartier. Et ça, c'est un fonctionnement très libertaire aussi. C'est vraiment et avec un rejet des leaders. Ça, c'est quelque chose qui les agace au plus haut point. C'est quand il y a un leader autoproclamé qui veut prendre et ça fonctionne dans plein de secteurs. Il y a un mouvement très fort de squat. Là-bas, on dit le mouvement des occupas. C'est des squats. Mais c'est très développé. C'est pas les squats clandestins. Quand ils prennent un immeuble, ils foutent des banderoles énormes pour signaler que cet immeuble est occupé, c'est un squat. Et d'ailleurs, il y a une population très mixte. Il y a des jeunes, il y a des anciens, avec notamment depuis 2008, avec la crise immobilière qu'il y a eu en Espagne. Beaucoup de gens se sont fait jeter de leur appartement parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer ou payer leur retraite s'ils avaient emprunté pour être propriétaires. Et il y a tout un mouvement pareil associatif pour les squats. Et il y avait même, ça fait 4 ans que je ne suis pas allé à Barcelone, mais il y avait une espèce d'office du tourisme, entre guillemets, des squats, où quand on arrivait à Barcelone, on ne sait pas où aller dormir, on va à ce bureau-là et ils vous indiquent, ils ont le planning de tous les squats de Barcelone, et ils savent où il y a de la place. Les mouvements associatifs sont vraiment très forts. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est resté de tout le système, de toute la pratique autogestionnaire qu'il y a pu avoir en Espagne. Oui,
ce qui reste comme culture, c'est surtout des milliers de documents de cette époque-là. Mais c'était des milliers de documents, de photos, etc. Parce que tous ces collectivistes, tous ces gens qui ont socialisé des entreprises, etc., ils l'ont fait de façon extrêmement organisée. Et ils ont laissé des documents absolument formidables, puisqu'ils faisaient des comptes rendus de tout ce qu'ils faisaient. Et ils appliquaient vraiment à la lettre la maxime, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Mais eux, ils l'ont appliqué, mais à grande échelle, et partout. On a entendu sur la communauté de Calanda, Miguel Selma, c'est lui il a participé à la collectivisation, et c'est lui qui parle dans le film. Il y a des documents, il y a des comptes rendus d'assemblée, il y a où ils ont déterminé comment ils se sont organisés, etc. Il n'a rien inventé. Tout ça, c'est écrit noir sur blanc dans des documents. Et la socialisation du lait, du bois, des tramways, tout ça, il existe des documents, mais qu'ils ont fait eux-mêmes, que les collectivistes ont fait eux-mêmes, et qui sont dans des boîtes d'archives, principalement à Amsterdam, parce que voilà, toutes les archives de la CNT, à un moment donné, ont beaucoup circulé en Europe pour à la fois se protéger des franquistes, après des nazis, etc. Donc ça a été compliqué, mais finalement ça arrivait à Amsterdam. Mais même dans et là, ce qui reste aussi dans la culture syndicale, parce que Ramon a parlé de la culture un peu libertaire, mais là, dans la culture syndicale, il reste aussi deux éléments, puisque la CNT s'est reconstituée après la mort de Franco et a connu un succès absolument à sa reconstitution. Il y avait quelque chose qui s'est passé énorme. Il y a eu un meeting, le plus important a eu lieu à Barcelone. Après la mort de Franco, il y avait 250 000 personnes pour un meeting.